Alors, très bien, on va pouvoir commencer. Alors, comme toujours, vous commencez à avoir l'habitude, un petit mot de remerciement. Tout d'abord à l'UBS pour nous donner accès à ces locaux. Aussi à GEM Radio pour la pub, à Théodore et Kaina qui, comme hier, sont là à la fois pour notre sécurité, mais aussi pour nous dépanner en cas de soucis informatiques. Et je souhaiterais aussi rajouter un remerciement spécialement à M. Jean-Baptiste Bruno, qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui. L'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, il nous avait proposé une excellente conférence sur la marine française de 1940. Elle m'avait personnellement marqué puisque je trouvais que, notamment son ouverture, représentait pour moi l'idéal type d'une introduction à la fois pertinente et captivante. Donc ça tombe très bien puisque M. Bruno a accepté d'intervenir une nouvelle fois demain. Donc nous avons tous et toutes très hâte de voir ce que vous nous avez préparé pour demain. Et je sais déjà que vos étudiants qui viennent toujours nombreux vous attendent au tournant. Donc comme on dit dans le jargon, let him cook. Au programme de cette troisième soirée, un menu salade tomate oignon avec à la fois des losers qui n'ont pas lutté en vain, mais aussi, pour des raisons de sortie scolaire, un petit coup de légende et préjugés. Malheureusement, ce soir, pas de patrimoine, ce sera uniquement de l'histoire, que de la contemporaine et dans un ordre chronologique questionnable, puisque l'on recommencera avec moi-même qui vous parlera d'Indochine, et je précise que je ne parle pas du groupe de musique ni de Nicolas Sircus. Ensuite, on remontera dans le temps avec un duo de choc qui ne s'était pas retrouvé ensemble dans un amphi depuis presque une demi-décennie, avec en premier l'organisateur de cette soirée, Johan Vaucher, vous le connaissez tous, qui, sur une idée que je lui avais soufflée il y a un peu plus d'un an, va vous parler de la vente de la Louisiane française et répondre à la question « coup de génie ou coup de loser ?» Puis ce sera à M. Morantin, professeur arrivé spécialement de Paris en catastrophe, puisqu'il a bien failli oublier que c'était aujourd'hui qu'il devait intervenir et non pas hier, encore un coup de loser. Et Raphaël nous parlera d'un sujet dont il est un très grand spécialiste, c'est-à-dire mourir avec panache. Puisqu'après un an d'attente, ça y est, Raphaël va enfin nous parler du Fort Alamo et de la défaite fondatrice de la République du Texas. Mais avant ça, un petit mot personnel. Si vous vous demandez pourquoi c'est moi qui ai introduit cette soirée et tout simplement pas Johan comme il a l'habitude de le faire, bah c'est tout simplement parce que ça fait 2 ans que Johan me harcèle avec le titre de loser numéro 2. Alors je ne vais pas vous dire, je n'ai jamais compris pourquoi c'était moi le loser numéro 2. Moi j'ai toujours cru que c'était Pierre-Alexandre Luguet. Et ce à quoi Johan m'a répondu que non, car dans tout régime politique semi-démocratique, il y a toujours un pouvoir à 3 têtes. Il y a le second qui accomplit la base besogne, c'est moi. Il y a Pierre-Alexandre, lui c'est le président honorifique, c'est-à-dire que c'est lui qui représente l'image du régime. Et puis il y a le dictateur en costume 3 pièces, c'est Johan. Alors oui, sous ses airs de gendre idéal, en plus ça tombe bien, il y a sa belle famille, Johan a un peu comme tout le monde un petit goût pour l'autorité. Ça tombe bien, il est prof. Mais je vous rassure, c'est pour notre bien, car sans lui, loser n'existerait pas. Alors il ne le dit clairement il ne le dit clairement pas, et c'est tout à fait volontaire de sa part. Pourtant, dans les coulisses, Dieu sait qu'organiser 4 soirées de conférences, ce n'est pas si simple. Et encore plus quand on a un métier, une vie, des passions et l'agrègue à côté. Alors, peut-être qu'il y aura une 3e édition de Loser, peut-être que Loser deviendra une association, en tout cas on ne sait pas. Mais en tout cas, tout dépend de Johan, tout dépend du temps que Johan aura à consacrer à ses projets. Alors oui, je vous rassure, j'essaie de le canaliser. Depuis qu'il est entré dans la trentaine, je lui répète souvent « Mon grand, si tu continues, tu vas finir par faire un burn-out ». Mais pourtant, il continue. Il n'hésite pas à doubler le nombre de conférences pour permettre à toutes et à tous de venir prendre la parole sur un sujet qui lui tient à cœur et de s'essayer au moins une fois à l'exercice de conférencier. Donc pour avoir fait d'un délire étudiant une réalité, Johan, Loser te remercie. Maintenant, place à l'Indochine. À l'été 1946, Ho Chi Minh, le leader de la Ligue nationaliste vietnamienne, qu'on surnomme raccourci par Viet Minh, est convié à Fontainebleau pour échanger sur l'avenir du Vietnam. Car peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le peuple vietnamien a fait entendre son souhait d'obtenir l'indépendance, de gré ou de force. Après plusieurs semaines de négociations, les accords de Fontainebleau entendent trouver une solution pacifique à la crise vietnamienne, mais échouent à proposer une solution durable. La solution diplomatique entre alors dans une impasse et de chaque côté, français comme vietnamien, on se prépare à reprendre les armes.
Le général Salan, qui accompagne Ho Chi Minh à Fontainebleau, confiera au gouvernement français « Nous allons nous battre et ce sera très dur ». Le 23 novembre 1946, suite à un incident douanier dans le port de Haiphong, dans le nord du Vietnam, 3 avisos français se positionnent dans la baie d'Along, puis pilonnent la ville, causant la mort de près de 2 à 3 000 personnes. En réponse, le 19 décembre suivant, Ho Chi Minh lance l'appel à l'insurrection. C'est le début de la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine est relativement peu connue des Français, notamment parce que c'est un conflit qui, contrairement à la guerre d'Algérie, a bénéficié moins d'intérêt populaire, qui a surtout concerné les militaires et qui était aussi un conflit relativement éloigné de la métropole. Et c'est surtout sa fin, plutôt tragique, et qui est connue à travers la très médiatisée bataille de Dien Bien Phu, dont nous commémorons cette année les 70 ans, qui a marqué les esprits. C'est avant tout un symbole, le symbole de la fin de l'Indochine française, dont le sort sera conclu quelques mois plus tard, en juillet 1954, avec la signature des accords de Genève, qui concédera l'indépendance totale de 2 États vietnamiens, un au nord et un au sud du 17e parallèle. Ce que je vous propose, c'est donc de revenir sur les causes de la guerre d'Indochine. Et puisque c'est relativement difficile en une vingtaine de minutes, je vais concentrer mon propos autour d'une problématique en particulier, celle du rapport néocolonial. Le rapport néocolonial, c'est une expression utilisée par l'historien Daniel Emery pour désigner la redéfinition des rapports entre métropole et colonie. Car mon idée est que si la guerre d'Indochine est certes une défaite, ce n'est pas pour autant que les Français, qui sont les losers de cette histoire, ont lutté en vain. Mais tout d'abord, un petit peu de contexte. Pour gagner du temps, je pars du principe que vous connaissez toutes et toutes la Seconde Guerre mondiale, donc je vais me concentrer sur les points qui m'intéressent. Donc, comme vous le savez, en juin 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne, la France est vaincue. Mais en Asie, le Japon, qui est allié de l'Allemagne, a des vues sur l'Indochine française, notamment pour ses ressources, comme le riz et le caoutchouc. Parce que l'Indochine, c'est ce qu'on appelle la perle de l'Empire, c'est la colonie la plus riche et la plus peuplée de l'Empire colonial français. On dénombre près de 24 millions d'habitants, soit à peu près moins de la moitié que la France métropolitaine. Tout au long de la guerre, le Japon exploite la colonie, mais maintient l'administration française qui travaille pour son compte. Ce n'est que le 9 mars 1945 que, par crainte d'un soulèvement aidé par les Américains, que le Japon décide de balayer l'autorité française et de mettre fin au régime colonial. Poussé par le Japon, l'empereur d'Annam, qui est une des 3 régions qui composent le Vietnam, et qui a surtout un pouvoir symbolique, va tout simplement abroger les traités de protectorat et proclamer l'indépendance du Vietnam. Il sera suivi quelques jours plus tard par le roi du Cambodge et du Laos. C'est donc officiel, en mars 1945, Saigon ne répond plus. Pour le général de Gaulle, qui est le chef du gouvernement provisoire, cette situation elle est inacceptable. La tolérer, ça serait créer un précédent qui mettrait fin à l'empire colonial. Et cet empire colonial, il est extrêmement important parce qu'à l'époque, il existe le mythe du salut par l'empire, c'est-à-dire c'est l'idée que la France ne pourra restaurer son rang de puissance qu'à travers la puissance économique et politique que lui donne son empire. Et donc, il faut donc absolument restaurer l'autorité française sur cette ancienne colonie, et rapidement, parce qu'au même moment, le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh, le leader de la cause vietnamienne, proclame la naissance à Hanoï de la République démocratique du Vietnam. Plus on tarde à attendre, moins c'est possible de revenir en arrière. Et en fait, c'est tout simplement pas possible de revenir en arrière, puisque la Seconde Guerre mondiale, elle a profondément bouleversé le rapport que le monde entretient avec le régime colonial. Avec d'un côté des aspirations nationalistes qui ont profité de l'affaiblissement des puissances européennes pour s'ancrer dans la population locale et se diffuser, mais aussi les États-Unis, défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui dominent désormais le monde avec l'URSS et qui a toujours été un opposant au régime colonial. En plus de ça, en même temps, a été créée l'ONU. Donc il devient nécessaire de repenser le rapport à l'outre-mer, sans quoi le changement se fera avec ou sans le consentement de la France. C'est ce que, justement, Daniel Emery a appelé la naissance du rapport néocolonial. Et le cas indochinois s'y prête plutôt bien, puisque au bord de la rupture avec la France, c'est le moment ou jamais d'essayer autre chose.
pour que vous compreniez un peu plus facilement comment évoluer la situation du point de vue diplomatique et comment elle est passée d'une situation où on pensait avoir trouvé une solution à la guerre, je vais m'appuyer sur une relation conflictuelle entre deux individus, deux poids lourds de la France libre, à qui a été confiée par le général de Gaulle la mission de mener cette nouvelle politique indo-chinoise. Alors vous les voyez derrière moi, avec à gauche le général Philippe de Haute-Cloque, surnommé Leclerc, qui est devenu célèbre à la tête de sa deuxième division blindée, qui s'est illustrée lors des campagnes d'Afrique et de la Libération. C'est une figure, encore aujourd'hui, plutôt connue. À droite, quelqu'un qui est bien moins connu, mais qui est aussi plus controversé, c'est l'amiral Georges Thierry d'Argenlieu. Alors, pour le présenter, c'est un officier qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais qui, après la guerre, en 1920, s'est engagé dans les ordres et n'est revenu dans la marine qu'en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. D'abord comme officier de réserve, et puis le destin l'a conduit en Angleterre, où il va s'engager pour les forces françaises libres. Chose plutôt rare, c'est un homme qui est d'un an plus âgé que De Gaulle, alors que la moyenne d'âge des Français de la France libre est généralement assez jeune. Il dispose aussi de capacités intellectuelles qui lui permettent, malgré son grade de lieutenant de vaisseau, donc de 3 gallons, d'occuper des fonctions à haute responsabilité. Ce qui va lui permettre de connaître une des ascensions les plus phénoménales et les plus critiquées de l'histoire de la marine, puisque de lieutenant de vaisseau en 1939, il est promu vice-amiral en 1944. Entre ces hommes, avant leur nomination, rien ne les oppose. Ce sont tous les deux des membres importants de la France libre, ce sont tous les deux des proches du général de Gaulle, et pendant la guerre, ils entretiennent des relations d'excellentes relations. Pourtant, c'est sur la question indochinoise qu'ils vont s'opposer, et ce pour plusieurs raisons, notamment leur conception du pouvoir. Puisque selon l'historien Thomas Besset, d'Argenlieu, a une vision républicaine du pouvoir, c'est-à-dire que selon lui, le pouvoir militaire est subordonné à l'autorité civile. Ce qui n'est pas le cas de Leclerc, pour qui s'inscrit dans ce qu'on appelle une tradition républicaine relative, c'est-à-dire qu'en temps de crise, c'est plutôt l'intérêt militaire qui va s'imposer. Et cette différence, elle va se matérialiser dans les fonctions qui leur sont confiées. Puisque, pour prévenir toute querelle, le général de Gaulle va confier l'ensemble des pouvoirs civils et militaires à un haut commissaire qui sera le représentant du gouvernement français en Indochine. Ce sera d'Argenlieu. Mais puisque le haut commissaire ne peut pas avoir des yeux partout, le commandement des troupes est délégué à un commandant supérieur, ce sera Leclerc. Leclerc devient donc le subordonné de d'Argenlieu. Et ça pose problème aussi pour deux autres raisons. Puisque déjà, un marin qui commande un terrien, c'est généralement mal vu et c'est peu courant. Autre problème, c'est que le grade d'Argenlieu, il est inférieur à celui de Leclerc, chose qui sera arrivée très rapidement en donnant encore une fois une nouvelle promotion à d'Argenlieu. Mais dans la marine ou dans les armées en général, c'est la fonction qui prime sur les grades. Mais ce n'est pas tout, puisque les deux hommes ont aussi des personnalités très différentes, comme le souligne un ambassadeur américain, avec d'un côté un général intransigeant et avec un esprit colonial sans compromis, et de l'autre un amiral conciliant et modéré. De Gaulle a volontairement choisi d'Argenlieu pour le représenter, car il a confiance en ses habilités politiques, en plus d'être quelqu'un de familier avec l'administration coloniale, puisqu'il a déjà été haut-commissaire dans le Pacifique entre 1941 et 1943. Donc c'est quelqu'un d'âgé et de plutôt raisonné. Leclerc, en revanche, est plutôt jeune, entre guillemets, et est surtout reconnu pour être quelqu'un de fougueux. Le général Valluy, par exemple, dira de Leclerc que, tête éminemment solide au feu, il est flottant en politique. Alors, si je défends volontairement la personne de d'Argenlieu, c'est parce que dans l'historiographie, c'est plutôt l'inverse. En fait, dans l'image qu'on a aujourd'hui de la guerre d'Indochine, on oppose régulièrement ces deux figures pour plusieurs raisons. Notamment parce que ce sont les proches de Leclerc qui vont être les premiers à produire les premiers récits de la guerre d'Indochine. Ça va être le cas par exemple du général Massu, qui dans ses mémoires, en plus d'être le bras droit de Leclerc, dira que la vision de Leclerc sur la question indochinoise était extrêmement libérale. En 1974, c'est le général Salan qui écrit dans ses mémoires « Si Leclerc avait été le seul responsable de l'Indochine pendant cette période, nous sauvions l'Indochine sous une
forme différente de celle du passé, mais nous la sauvions. En fait, c'est ancré dans la mémoire l'idée que Leclerc était quelqu'un de libéral, de novateur, face à un d'Argentlieu qui en plus a un passé dans les ordres, quelqu'un de plutôt conservateur. Et cette image, elle est restée très influente aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, la chaîne de télé franco-allemande Arte diffuse une série qui s'appelle Point de repère. C'est une série qui est destinée à un public relativement jeune, où la spécificité, c'est de faire appel à l'Uchronie pour accentuer le rôle clé d'un événement. L'épisode dédié à Dien Bien Phu, par exemple, débute sur un monde alternatif où, grâce à la vision avant-gardiste de Leclerc, ce sont les Soviétiques et non pas les Américains qui se sont empêtrés dans la guerre du Vietnam. Et après cette introduction, l'épisode continue en développant que si on avait écouté Leclerc, l'Indochine n'aurait pas été perdue. Alors que, dans les faits, c'est plus compliqué. Tout simplement parce que le futur de l'Indochine a été défini par la déclaration du 24 mars 1945 qui annonce la création d'une entité fédérale jouissant d'une liberté propre et intégrée à l'Union française. Pour Daniel Emery, c'est un acte politique majeur, fondateur d'un projet historique qui vise à succéder au système colonial. Le problème, c'est que ce projet est déjà périmé au moment même où il est formé. Puisque dans les faits, l'Union française n'est qu'une, entre guillemets, pâle copie du Commonwealth britannique. Et la création des États associés d'Indochine a été faite un peu dans la catastrophe pour répondre à la proclamation d'indépendance du 19 mars. Donc c'est une proposition, certes originale, novatrice, mais pas suffisante. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que les États associés d'Indochine n'obtiennent que certains pouvoirs, comme par exemple le droit de disposer d'un parlement élu, voter des lois, administrer le territoire, le contrôle des douanes, toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas la représentation extérieure, ni même de possibilité de se défendre. Tout ça, ça reste des prérogatives de l'État français. Et ce n'est que 5 États indo-chinois qui sont créés sur des bases de distinction de civilisation, de race et de tradition. Ce sont le Laos, le Cambodge, le Tonkin, la Nam et la Cochinchine. Alors pourquoi le Vietnam n'est pas unifié? La réponse elle est assez simple, puisque pour éviter un trop gros déséquilibre démographique, avec d'un côté un Vietnam à près de 21 millions d'habitants et de l'autre un Laos avec à peine 1 million d'habitants, la tradition qui s'est toujours appliquée en Indochine, ça a été la stratégie de diviser pour mieux régner. Et donc, on évite volontairement l'unification des 3 Ki, c'est-à-dire la Cochinchine, de la Nam et du Tonkin. Et au contraire, on va trouver des solutions alternatives. C'est notamment ce que fait Dargentlieu en renforçant les structures monarchiques du Laos et du Cambodge qui incarnent des interlocuteurs à la fois bienveillants et fiables. C'est pour ça que le Cambodge est le premier État à obtenir en janvier 1946 un statut d'État autonome au sein de l'Union française qui servira ensuite de modèle pour le reste de l'Indochine, mais aussi pour l'Afrique. Dargentlieu a même eu pour idée de restaurer l'empereur déchu de la Nam, Vinh San, pour faire contrepoids à Ho Chi Minh qui avait rassemblé autour de sa personne toute la cause nationaliste. Mais pas de chance, Vinh San meurt dans un accident d'avion et donc l'idée ne sera reprise que plusieurs années après avec Bao Dai. La question de l'unification du Vietnam, elle restera centrale à la guerre d'Indochine et à la guerre du Vietnam et n'aboutira qu'à une réunification en 1975. Autre difficulté et autre problème, c'est qu'en janvier 1946, le général de Gaulle démissionne du gouvernement provisoire de la République française. C'est-à-dire qu'en démissionnant, Dargentlieu et Leclerc perdent à la fois un soutien de poids, mais aussi une vision sur ce qu'ils devaient appliquer en Indochine. Et à partir de là, ils vont se retrouver liés à eux-mêmes, mais aussi confrontés aux inconstances des différents régimes de la 4e République. Et ça va notamment se voir lors des accords du 6 mars 1946, négociés directement avec Ho Chi Minh. Alors que Dargentlieu se rend en métropole pour échanger directement avec le gouvernement sur ce qu'il doit désormais
appliquée. Leclerc entend régler la situation à sa manière et son but, ça va être de trouver un accord rapide avec le Viet Minh pour pouvoir restaurer l'autorité française et ensuite renégocier derrière. Il va alors utiliser comme appât la question de l'indépendance, qu'il va utiliser comme une arme pour faciliter les négociations. Et il va surtout profiter que d'Argentlieu est dans l'avion direction la métropole, ce qui prend environ 48 heures, mais dans son cas va prendre près de 5 jours, pour envoyer un télégramme au général Juin, qu'il devra ensuite transmettre au gouvernement français, pour obtenir officiellement, en court-circuitant la hiérarchie, pour obtenir directement le droit de parler d'indépendance à Ho Chi Minh. Sauf que Juin va comprendre la manœuvre et va attendre de pouvoir le communiquer à Dargentlieu, qui va évidemment comprendre la tentative d'insubordination et donc empêcher que cela puisse être fait. Mais Leclerc, il parvient tout de même à trouver un accord, non pas sur l'idée de l'indépendance, mais avec la reconnaissance d'un self-government de l'Union du Tonkin et de l'Annam, qui deviendra le Vietnam, et ensuite un référendum devra décider le sort de la Cochinchine, qu'il devienne un État autonome ou soit rattaché au Vietnam. Le problème, c'est que ces accords du 6 mars, ils sont présentés en 2 parties. La première partie, c'est ce que je vous ai dit, et elle est reçue globalement de manière très positive. De toute manière, il n'y a pas forcément grand-chose sur lesquelles discuter, puisque, par exemple, le cadre du référendum, les modalités du référendum, elles ne sont pas précisées. Donc c'est un accord, mais qui reste assez flou. C'est l'annexe qui va suivre qui va poser problème, puisque celle-ci prévoit le départ des troupes françaises par 5e du sol vietnamien, sans préciser ce que deviendra l'autorité française au Vietnam après 1951. Et pour le gouvernement, qui peut malheureusement plus revenir en arrière, la technique, ça va être tout simplement de trouver un moyen de contourner ces accords. Et donc, c'est ce que Jean Chauvel, le secrétaire général du Quai d'Orsay, dit. La tendance n'était pas de maintenir de l'accord du 6 mars que quelques apparences décoratives, la réalité était en temps reprise par le contrôle que nous entendions exercer par la Fédération indochinoise et par l'Union française. La question de l'indépendance, elle n'est pas au programme. Mais de nouvelles négociations plus abouties doivent être organisées en métropole. Dargentlieu convoque Ho Chi Minh à bord de l'Émile Bertin, mouillé dans la baie d'Along. Alors, pour vous donner à peu près une idée de ce à quoi ressemble la baie d'Along, c'est évidemment très paradisiaque. Et Dargentlieu va en profiter pour remettre Leclerc à sa place, ce qui va entraîner une violente dispute entre les 2 hommes. Et Leclerc va quitter l'Indochine peu de temps après, en juillet 1946. Leclerc ne reviendra qu'en décembre de la même année avec une mission de mener une mission d'inspection générale en Indochine. Et il conclura que les accords de Fontainebleau, qui ont été signés durant l'été, ont été un échec et que la situation politique est dans l'impasse. Seul un investissement militaire, c'est-à-dire une solution musclée, permettra d'empêcher le Viet Minh de gagner encore en puissance et donc de maintenir l'Indochine française. La suite des événements, c'est ce que je vous ai dit en introduction. Après une période d'affrontement larvé, l'incident de Haiphong mettra définitivement fin à la solution diplomatique. Le 19 décembre 1946 est bien souvent considéré comme la date du début de la guerre d'Indochine, alors que dans les faits, cela fait déjà depuis plus d'1 an qu'il y a des affrontements. Donc cette date, elle marque surtout la fin de la solution diplomatique. Selon moi, la guerre d'Indochine est surtout la conséquence d'une incapacité à proposer une politique à la fois en adéquation avec les aspirations des peuples locaux, mais aussi une politique à la fois cohérente et pragmatique. Pourtant, si on quitte l'Indochine et qu'on prend une échelle un peu plus large, on constate que tout n'a pas été un échec. Alors, je me suis trompé. En effet, le Maroc et la Tunisie obtiennent l'indépendance pacifiquement en 1956, et les colonies d'AOF et d'AEF également, et même certaines d'entre elles, comme la Fédération du Mali, comme le Mali et le Sénégal, forment une fédération. Ce sera la Fédération du Mali entre 1960 et 1961. Et même certains chercheront volontairement à rester dans l'Union française, puisque ça représente une union économique qui serait profitable à leur développement. Seule l'Algérie est un cas à part en raison de sa proximité avec la métropole et de son statut un peu particulier. Alors, est-ce que pour autant la politique néocoloniale fut un succès?
Pas de manière directe, puisque l'Union française ne survivra pas très longtemps, mais prendra forme sous une forme de coopération plus informelle. C'est ce qu'on a appelé le pré-carré africain, c'est-à-dire c'est l'idée qu'il y a un espace en Afrique plus ou moins réservé à la France. Et la France va maintenir des relations privilégiées avec ses anciennes colonies et une influence extrêmement importante qui lui permettra de préserver ses intérêts économiques. C'est par exemple le cas en 1970. La France va pouvoir intervenir de manière plus ou moins subtile. C'est notamment le cas en 1970 avec le mercenaire français Bob Denard, qui est envoyé depuis l'Orient réaliser un coup d'État aux Comores pour remplacer le président Ali Swali qui souhaitait la rétrocession de Mayotte par la France aux Comores, pour le remplacer par une personnalité plus francophile. À certains égards, l'intervention française au Mali par le biais des opérations Barkhane et Serval est un héritage du passé colonial. Pourquoi ? Parce que c'est Dominique Merchet, qui a récemment publié un ouvrage sur la question, pointait du doigt que l'intervention française au Mali ne répondait pas véritablement à des questions de défense contre les attentats terroristes, puisque nous n'avons jamais eu d'attentats perpétrés par les branches islamistes du Sahel. C'était aussi pour défendre des intérêts économiques et politiques. Le problème, c'est que cette relation de France-Afrique pose aujourd'hui énormément de problèmes entre la France et certains pays africains. Et des sociétés militaires privées comme Wagner utilisent aujourd'hui le passé colonial français comme d'une arme d'influence pour créer une distance entre la France et les pays africains. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt à étudier aujourd'hui ce rapport néocolonial, puisque ça permettrait d'expliquer comment on est arrivé à cette situation. Et pour terminer sur cette présentation, tout au long de celle-ci, j'ai mis l'accent sur l'idée d'un rapport néocolonial qui justifierait à elle seule le fait que les Français n'ont pas lutté en vain. Alors, ce n'est pas tout à fait la seule raison. Je vous ai mis quelques exemples ici, comme par exemple le développement des doctrines de contre-insurrection, empêcher l'expansion du communisme, ou encore protéger les populations européennes ou même vietnamiennes qui étaient contre un régime autoritaire communiste. Mais durant cette conférence, je suis volontairement sorti du spectre militaire, car il y a quelques semaines, j'ai assisté à une conférence de l'historien Christopher Gauchat, historien américano-canadien, qui invitait les historiens à sortir du cadre militaire autour duquel s'était construit, c'était principalement développer la recherche pour s'ouvrir à de nouvelles thématiques. Il inviterait par exemple les jeunes historiens à développer tout ce qui était enjeux diplomatiques, juridiques, culturels, ou encore à étudier l'impact de la guerre sur les populations. C'est des choses qui ont été faites du côté vietnamien, qui ont été aussi beaucoup faites en Algérie, mais beaucoup moins du côté français, parce que l'histoire de la guerre d'Indochine est encore aujourd'hui quelque chose qui est la chasse gardée des militaires. Donc, puisqu'il y a de jeunes chercheurs et chercheuses ici présents, si cela vous intéresse, je ne peux que vous inviter à venir découvrir l'Indochine, à mettre un pied dans la rizière, et comme le propose cette affiche de propagande, à devenir des chefs. Je vous remercie.